bonsoir, merci beaucoup à tous d'être venus, à toutes et à tous, pour cette deuxième conférence sur l'avenir de l'Europe. La semaine dernière, on a eu le sujet de la démocratie, l'évolution de la démocratie en Europe, et cette semaine, donc, on va s'intéresser au réchauffement climatique et au rôle des régions françaises et européennes. Donc, pour présenter cette soirée, nous sommes en partenariat avec Europa Nova. Vous me présenterez ceci donc jusqu'après. Je voudrais remercier nos deux intervenants également. Donc Carlos Manuel Alves, qui est administrateur de la Maison de l'Europe entre autres, et maître de conférences sur les sujets développement durable à l'Université de Bordeaux. Et Nicolas Thierry, qui est conseiller régional Nouvelle-Aquitaine et tête de liste des écologies de la liste Europe Écologie Les Verts lors des dernières régionales. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne conférence, sentez-vous à l'aise, posez les questions, faisons un beau débat, vous n'aurez pas de problème à mon avis. Et puis on se retrouve juste après pour le pot de dégustation spécial Maison de l'Europe. Voilà. Et je vous passe la parole. Merci. Donc moi je suis Corentin Gouin, je suis directeur d'Europa Nova, c'est un think tank qui est basé à Paris. Donc aujourd'hui on est très heureux d'être à Bordeaux et merci beaucoup à la Maison de l'Europe de nous accueillir et d'avoir co-organisé l'événement avec nous, et on a également co-organisé cet événement avec Perspective Europe qui est représenté ici avec Lola et Idalia qui ont animé ce débat. Donc je remercie évidemment les intervenants d'être présents à la Maison de l'Europe, vous d'être présents également, et je vous souhaite du coup une très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tous. Tout d'abord, est-ce que ça fonctionne bien. Merci donc d'être parmi nous ce soir pour cette conférence. Nous sommes très heureux d'être là. Et donc on va pouvoir débuter cette conférence sur le rôle des régions européennes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc Lise Dalia et moi-même sommes des étudiants donc, du Master Affaires européennes de Sciences Po Bordeaux et, comme l'a évoqué Corentin, des membres de l'association Perspective Europe. Et donc, c'est avec plaisir que nous allons animer cette conférence ce soir. Donc, une conférence qui va durer environ 1h30 et qui va être donc structurée en 2 temps. Un premier temps qui va vraiment être consacré aux interventions de nos invités, et un second temps où on va vraiment venir répondre à vos questions, donc il ne faut pas hésiter à les poser. Donc on va immédiatement revenir rapidement, même si ça a été fait un peu brièvement, présenter nos invités, puis rapidement rappeler l'angle sous lequel nous allons donc traiter ce sujet. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Thierry. Nicolas Thierry, donc vous êtes conseiller régional et élu de Gironde. Vous êtes aussi donc président du groupe écologiste, solidaire et citoyen au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous étiez le candidat Europe Écologie Les Verts aux dernières élections régionales de la région. Et avant ça, vous avez été le conseiller du président du Conseil régional en charge du développement durable et aussi collaborateur du cabinet sous Cécile Duflot au sein du ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires. Nous avons également le plaisir de recevoir M. Carlos Manuel Alves en qualité de spécialiste en droit de l'environnement. M. Alves est maître de conférence à l'Université de Bordeaux depuis 2004 déjà. Il est également membre du Centre de droit européen international de l'université, donc le labo de recherche en droit européen. Et il est également vice-président de la Société française pour le droit de l'environnement, donc Nouvelle-Aquitaine. Donc pour débuter, 2 petits points, petit rappel. Donc l'Union européenne se compose donc, de 27 États membres qui sont eux-mêmes divisés en 242 régions. Et un autre point, c'est que, donc, pour rappel encore une fois, d'après les traités, la politique environnementale est donc une compétence qui est partagée, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne. Les États membres et l'Union européenne ont donc tous les deux la possibilité de légiférer sur tout ce qui est lié à l'environnement. Alors nous, on est parti d'un rapport alarmant sur les conditions climatiques, notamment en Europe, un rapport qui a été publié par le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, la GIEC. Donc c'est un rapport qui est paru récemment, au début du mois d'août, qui fait état d'une situation alarmante en Europe et qui dit que les températures en Europe les températures moyennes de l'Europe devraient augmenter plus vite que la moyenne mondiale. Nous savons également que l'Union européenne, et notamment au travers de sa politique régionale, a pour objectif d'avoir une Europe verte
et place la lutte contre le changement climatique au cœur de ses objectifs. Et la question qu'on se pose, et en vue de la thématique de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment cela se traduit donc à l'échelle régionale. Est-ce que alors les intervenants... Merci en tout cas. Bonsoir à toutes et tous. Déjà peut-être juste prendre quelques minutes ou quelques secondes pour revenir sur le rapport que vous avez évoqué. C'est pas rien. C'est le GIEC qui a effectivement publié un rapport début août. Et pour poser le débat, il faut avoir conscience un peu, et d'ailleurs je vous invite à le lire parce qu'il y a une synthèse très intéressante qui a été faite. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle du réchauffement climatique, on ne parle pas d'une thématique comme les autres. On ne parle pas d'une thématique qu'on peut mettre au même niveau que les autres. D'ailleurs, dans la conférence, on aurait pu aussi ajouter l'effondrement de la biodiversité. Parce que c'est vraiment l'autre menace qui est extrêmement importante. Et quand je dis que ce n'est pas un sujet qu'on peut mettre au même niveau que les autres, tout simplement parce que, et c'est les scientifiques qui le disent, c'est une menace existentielle pour les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un enjeu, si on n'arrive pas à le surmonter, ça conditionne absolument tout le reste. Alors dans le rapport que vous avez évoqué, et je reviens là-dessus volontairement parce que ça pose un peu, je pense, le débat et la manière dont il faut l'aborder, je pense en tout cas, il y a quelques nouvelles informations importantes. Il y a déjà une bonne nouvelle. Alors c'est tellement rare qu'on va la prendre. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce qu'on pensait auparavant, si on réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, on aura des bénéfices dès les décennies 2020-2040. Auparavant, jusqu'au dernier rapport du GIEC, on pensait qu'il y avait une telle inertie qui pouvait courir sur des siècles. La bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui, vraiment, on fait des efforts et qu'on baisse nos émissions, on en tirera des bénéfices très rapidement. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'encourageant parce que ce n'était pas du tout ce qui faisait consensus auparavant scientifiquement, mais le rapport du GIEC met cette hypothèse dans les catégories très probables. Donc ça c'est plutôt aujourd'hui une très bonne nouvelle. Après, pour vous donner une idée, évidemment, la situation a beaucoup changé. Par exemple, on va parler de ce qui va changer en Europe. On avait des vagues de chaleur auparavant, entre 1850 et 1900, c'était une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Si on limite le dérèglement climatique à 1,5 degré, ça va être 4 fois plus. Si on laisse la courbe, comme aujourd'hui, ça va être 4 degrés, ça va être 9 fois plus. Le constat est assez simple, et encore une fois, je vous invite à lire ce rapport parce que ça montre la situation dans laquelle on est. La banquise arctique, aujourd'hui, elle est au plus bas depuis 1000 ans. Les glaciers n'ont jamais reculé aussi vite depuis 2000 ans, et l'océan n'a jamais monté aussi vite que depuis les 3000 dernières années. La situation, c'est ça. Et effectivement, il ne faut pas se dire que la conclusion de ce rapport, c'est qu'il y a un chemin, il est étroit, il faut se le dire, mais la voie existe pour surmonter la situation. C'est-à-dire que contrairement à ce que disent beaucoup, on entend beaucoup certains collapsologues, etc., en disant tout est foutu, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, évidemment, que la situation est difficile, il y a une vraie urgence, mais la situation, on peut encore dévier le cours des choses. Et là, c'est intéressant parce que, justement, en tout cas, on parlerait mieux que moi pour la dimension européenne, mais au niveau français, les collectivités ont un rôle très important à jouer, parce que 70% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales. Et évidemment, les régions, dont on va parler, elles ont des compétences, on va y revenir, que ce soit en transport, en tout cas en France, en formation, au niveau des lycées, au niveau du développement économique, qui sont au cœur de la transition écologique. Donc évidemment, il y a un rôle absolument fondamental pour les régions. Mais je ne monopolise pas la parole, c'est juste pour faire un point sur au moins ce rapport, parce que ça me semble important d'avoir ces éléments en tête avant d'attaquer le débat, en se disant que là, ce dont on parle, c'est vraiment comment on surmonte une menace qui peut mettre en péril l'humanité d'ici un siècle ou un siècle et demi. C'est de ça qu'on parle ce soir. Donc ça me semble important de le rappeler, surtout qu'il y avait ce rapport scientifique tout à fait nouveau. Mais je fais une passe décisive et je monopolise pas la parole. Merci Kylian. C'est ça, je vais pas avoir le même talent. Mais... oui, le lien qui a été fait à l'instant entre changement climatique et érosion de la biodiversité est important. D'ailleurs, il avait été fait dès 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, puisque les deux traités principaux qui avaient été adoptés étaient consacrés l'un au changement climatique et l'autre à l'érosion de la biodiversité. Et d'ailleurs, les deux phénomènes sont interdépendants.
Ça a été encore rappelé récemment à Marseille lors du congrès mondial de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc les deux sont essentiels. On a besoin de la biodiversité pour lutter contre le changement climatique et on a besoin de lutter contre le changement climatique pour préserver la biodiversité. S'agissant du rôle des régions, j'ai envie de dire un petit peu 50 nuances de vert. 50 nuances de vert parce que l'investissement, on parlait de l'investissement public, mais l'investissement politique et juridique est très variable en Europe, puisque toutes les régions n'ont pas le même statut en fonction de la constitution de chacun des États. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose à voir entre le statut d'une région, des Länder, en Allemagne ou en Autriche d'ailleurs, dans un État fédéral, par rapport à la France, même s'il y a eu un accroissement continu des pouvoirs des régions depuis le premier acte de la décentralisation en 1982. Ça s'est accéléré d'ailleurs depuis 2014-2015 avec différentes lois sur lesquelles on reviendra peut-être. Il y a eu la loi MAPTA, modernisation de l'action publique territoriale, il y a eu la loi NOTRe, il y a eu la loi sur la transition écologique pour la croissance verte. Donc il y a eu plusieurs lois qui ont accru les compétences et le rôle des régions qui sont considérées de plus en plus comme des chefs de file. Voilà. Mais donc un investissement variable des régions en fonction de la volonté des élus, parce que le droit ne peut pas tout, c'est un instrument, comme chaque instrument il dépend de l'usage que l'on en fait, et en fonction aussi du statut des pouvoirs qui sont reconnus dans le cadre des différents États. Voilà. Même si on verra qu'il y a une forme d'homogénéisation, pas facile à dire, je pense que je ne vais pas la répéter, des politiques menées par les régions en Europe, et notamment en raison du fait qu'il y a de plus en plus de réseaux. Les régions travaillent en réseau, et je place sous le contrôle de Nicolas. Il y a de plus en plus de régions qui travaillent en réseau, et donc ça favorise un échange des bonnes pratiques, un échange des informations, et donc pour qu'il y ait, bien qu'on soit unis dans la diversité, qu'on soit surtout unis et qu'il y ait une forme de constance et de cohérence dans les politiques menées. Je donne le micro. Très bien, merci. Donc vous avez évoqué justement cette homogénéité, cette hétérogénéité entre les différentes régions européennes. Et justement, on sait qu'il y a des représentations des régions à Bruxelles qui sont au plus proche des décideurs européens. Donc est-ce qu'elles parviennent à se faire entendre à travers justement ces alliances? Est-ce qu'elles parviennent sur le sujet du réchauffement climatique à se faire entendre et à s'imposer à Bruxelles? Alors, ce sont effectivement des bureaux, les régions ont des bureaux de représentation au niveau européen. En Nouvelle-Aquitaine, il y a un bureau à Bruxelles, qui est d'ailleurs au cœur du quartier européen. Alors évidemment c'est très important parce que ça permet justement que la voix de la région puisse sur certains dossiers être entendue au niveau européen. Ça a un autre intérêt aussi qu'on voit moins mais qui est très important, c'est que pour les acteurs du territoire qui parfois font des démarches européennes, les bureaux peuvent les accompagner auprès de l'administration européenne qui est éminemment complexe. Après, pour répondre précisément à la question, je pense que notamment, on a évoqué la suite de la biodiversité. Sur le sujet de la biodiversité, par exemple, souvent l'Europe est quand même plus en avance que les régions ou les États. Je vais vous donner quelques exemples très locaux. La question de l'ours dans les Pyrénées, c'est l'Europe qui a mis en demeure la France pour remplacer les ours qui ont été tués. Sur la question de l'eau, par exemple, on a un gros sujet en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le nord de la région, Poitou-Charentes, vous avez peut-être entendu parler, ces fameuses bassines, qui consiste à aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques pour remplir des immenses réservoirs d'eau qui font 8 fois un terrain de foot à peu près, et qui sont destinés à irriguer plutôt de l'agriculture industrielle. Donc il y a un combat qui est mené assez difficile, et l'Union européenne est celle qui est le plus à l'écoute, notamment des associations environnementales. On pourrait citer un autre exemple, la question du loup. Le loup, il n'y aurait pas l'Union européenne, il serait complètement éradiqué en France. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, le loup il est protégé par la Convention de Berne, comme un certain nombre d'autres espèces, et c'est pour ça que on va se le dire, que le gouvernement et un certain nombre d'organisations ont le pied sur le frein parce qu'ils bénéficient de cette protection-là. Donc pour répondre à la question, oui, ces bureaux de représentation, ils sont importants, enfin, pour porter la parole des régions, ils accompagnent les acteurs. Après, sur les questions vraiment environnementales, mon sentiment, mais c'est peut-être très subjectif, c'est que souvent l'Europe est quand même un peu plus en avance, a assez peu de leçons à recevoir des régions.
pour répondre un peu directement. Alors, du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit, on disait du coup que l'Europe avait plus d'avance. Est-ce que finalement les régions deviennent pas... est-ce que finalement elles ne se comptent pas d'appliquer des décisions qui sont prises à l'échelon européen et que finalement elles n'ont pas de marge de manœuvre pour devenir vraiment des lieux d'innovation de la politique climatique et donc prendre des initiatives avec cette dimension de pouvoir être plus spécifique parce que plus proche forcément. Est-ce que finalement elles ne se contentent pas d'appliquer ce qui vient d'en haut? Oui. Alors, je voudrais juste compléter en 2 mots. Il y a une connivence naturelle entre la construction européenne et les régions. Parce que, pour le dire très vite, l'Europe s'est construite largement sur la méfiance à l'égard de la souveraineté exacerbée des États. CF, la Seconde Guerre mondiale, donc la déclaration de Schuman, etc. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la construction européenne, mais donc il y a une volonté de dépasser les frontières, d'ignorer les frontières nationales, de les atténuer, de les estomper dans la construction européenne, d'abord sur le plan économique avec le marché intérieur, puis ensuite dans d'autres domaines par un phénomène d'engrenage, de spillover. Et les régions donc bénéficient de cela. C'est pour ça d'ailleurs que la thématique de l'Europe des régions, c'est une thématique qui est ancienne en Europe. L'Europe a toujours milité pour la montée en puissance des régions. Alors, dans certains États, comme les États fédéraux, elle a enfoncé une porte ouverte, entre guillemets, même si on a introduit le principe de subsidiarité à la demande des Länder allemands, je précise parce qu'il y a aussi les Länder autrichiens, Länder allemands lors du traité de Maastricht en 1992, parce qu'on pratiquait déjà le principe de subsidiarité entre le Bund, la fédération, et les Länder. Donc on a voulu reproduire ça dans la relation entre l'Union européenne, les États et les régions, voilà, avec cette déclinaison, donc cette gouvernance multiscalaire, pardon. Je préfère le dire plutôt qu'en anglais, sinon vous allez souffrir si je commence à essayer de parler anglais. Voilà, je peux bien parler en espagnol et en portugais vers la fin de la conférence, mais en anglais ça va être difficile. Voilà. Et donc, il y a une connivence naturelle. Les régions peuvent-elles, j'ai pas oublié la question, peuvent-elles quand même jouer un rôle de laboratoire? Oui, elles jouent un rôle de laboratoire. C'est notamment le cas dans les États fédéraux, on aura peut-être le temps d'y revenir. Par exemple, on pourra citer le cas de la Wallonie, toujours aux pays nordiques, aux pays scandinaves, à l'Allemagne, mais la Belgique aussi travaille beaucoup en matière environnementale. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Et en France, les différentes lois auxquelles je faisais référence il y a quelques instants ont permis aux régions de devenir des chefs de file, des leaders, notamment en matière de planification. En matière de planification, avec notamment le schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires. Voilà, pardon, je ne vais pas vous citer tous les schémas qui existent, puis comme ça me permettra de citer aussi quelques-uns. Voilà, c'est cadeau. Mais il y a toute une série d'instruments de planification qui permettent aux régions, d'orienter le développement économique en matière d'intermodalité, donc le développement du ferroviaire par exemple, en matière de transition agroécologique, en matière de promotion des énergies renouvelables, sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine notamment, on a quand même de nombreux atouts en la matière, avec un fort ensoleillement, avec une grande façade maritime. Donc les régions ont cette possibilité, à travers aussi les agendas 21 locaux, qui ont été créés lors du sommet de la Terre de Rio, qui permettent aussi de mettre en musique cette politique des régions, qui joue un rôle un peu de chef d'orchestre, voilà. Mais qui doivent travailler en bonne intelligence aussi, notamment avec les intercommunalités d'ailleurs. Pas seulement, mais notamment avec les intercommunalités, et bien sûr avec les communes et les départements, mais notamment avec les intercommunalités. Donc de toute façon, on a du local au global, on disait, enfin j'ai inversé la formule volontairement, du local au global, on a un phénomène ascendant aujourd'hui à travers différentes initiatives qui peuvent parfois aussi inspirer l'Union européenne. Et j'en dirai pas plus, pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Oui, évidemment, je vais dans le même sens. Les régions ont une vraie marge de manœuvre en termes d'innovation. Alors, on l'a dit rapidement, elles gèrent des fonds européens. Pour faire rapide, 3 types de fonds européens. Le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional. Il y a le FEADER, qui est plutôt un programme de développement rural. Et ce qu'on appelle le FSE, le Fonds social européen, mais sur la partie formation. Donc ça, c'est vraiment les fonds gérés par les régions. Mais au-delà de ces fonds-là, pour être très concret, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, c'est un budget de 3 milliards, qui n'est pas lié aux fonds européens.
Et là, ça se déploie sur des compétences, on a des compétences pleines et entières, on parle des transports, donc là on parle évidemment des TER, maintenant on parle aussi des transports routiers mais interurbains et scolaires. Il y a les lycées évidemment, il y a la formation professionnelle, il y a le développement économique, et même si ce n'est pas une compétence pleine et entière, en effet, les régions, surtout ici en Nouvelle-Aquitaine, s'occupent de plus en plus d'agriculture. Donc quand on a cité ces compétences-là et ce budget-là, évidemment on voit qu'il y a une marge de manœuvre très importante, parce que toutes ces thématiques, c'est aux élus de décider la manière dont ils veulent construire des politiques pour, par exemple, déployer la réouverture de telle ou telle ligne sur tel ou tel bassin de vie, quelle orientation ils donnent, comment ils utilisent l'argent régional pour quel type d'agriculture, sur la formation, est-ce qu'on anticipe et on forme aux métiers de demain sur des métiers qui demain existeront, n'existent peut-être pas encore, mais qu'on est en train de préparer la suite. Donc oui, tout ça, il y a tous les leviers pour préparer un territoire résilient. Et d'ailleurs, on a parlé des élections régionales qui sont terminées en juin. Et on voit bien qu'en utilisant les compétences régionales, on avait des candidats qui avaient un projet très différent pour la région en s'appuyant sur les compétences de la région. Donc oui, c'est quand même des laboratoires très intéressants par leurs compétences et par ailleurs, ça a été dit, en rapport aussi avec le territoire géographique qu'elle couvre, qui permet aussi de faire des liens et de mettre en place des collaborations entre les filières économiques, entre des territoires. Quand on parle de l'eau, par exemple, on a une tête de bassin dans le Limousin, on a l'aval ici en Aquitaine, on a 2 bassins versants. Donc il y a une cohérence aussi territoriale qui fait que les régions, c'est extrêmement intéressant pour montrer qu'on peut faire autrement, si on le souhaite en tout cas, et c'est ça le sujet. Parenthèse, j'allais oublier, j'ai promis à nos amis bretons qui sont nombreux parmi nous ce soir, se reconnaîtront, Gwenaël, Corentin, Sabi, pour ne pas les nommer notamment, voilà, qu'en 2017, il y avait une COP 21 régionale qui avait été organisée en Bretagne avec 700 acteurs locaux, voilà, pour faire écho à la COP 21, bien sûr, de 2015 à Paris. Voilà. Donc là aussi, une innovation aussi en termes institutionnels au-delà de ce qui est fait sur le plan des compétences. Voilà, j'en dirai pas plus, mais j'avais promis de faire ce petit clin d'œil. Très juste. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour faire écho aussi avec la COP 21, donc, se tiendra en novembre prochain la COP 26, où les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver à Glasgow dans l'objectif, justement avec pour but de rehausser leurs objectifs climatiques. Il y a déjà beaucoup de promesses qui ont été faites par des États notamment, mais aussi par des acteurs privés, et des promesses qui n'ont pas toujours été tenues. Donc pensez-vous que cette COP 26, elle aura réellement un impact? Ouais. Non, à 2, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai envie de faire un mauvais jeu de mots, me demander en fait si cette COP sera la bonne. Donc j'ai envie de vous dire, good cop, bad cop, point d'interrogation. Mais on se posait déjà la question après 2009, celle de Copenhague. On s'est rassuré avec celle de Paris en 2015. Les promesses sont tenues, les promesses sont-elles tenues, pas tenues? C'est difficile de se projeter. Il y a une véritable prise de conscience, ça c'est sûr, aussi bien de la société civile que des collectivités territoriales, dont les régions, que de grandes entreprises aussi. Il ne faut pas diaboliser tous les acteurs du marché, que de la part d'États également, et pas simplement les États insulaires du Pacifique qui, eux, effectivement, les pieds dans l'eau et donc se disent que vraiment il faut agir. Voilà. Mais il y a une véritable prise de conscience. Est-ce qu'on en est à la crise de conscience? Je ne sais pas. On saura un peu plus à Glasgow, donc début novembre. Mais moi, j'ai envie de citer cette formule qui est célèbre, qui n'est pas de moi, de mon père. J'ai envie de, certes, faire une place au pessimisme de la raison, mais de garder une place à l'optimisme de la volonté. Voilà. Donc surtout quand on fait du droit de l'environnement ou de l'environnement, tu l'entends, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, Nicolas, il faut avoir la foi. Et donc j'ai envie juste de citer l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis, quand vous savez, sous le mandat du 45e président des États-Unis. Voilà, j'ai pas envie de citer son nom, je l'ai jamais cité d'ailleurs en cours, j'ai toujours dit que c'était numéro 45, voilà, auquel a succédé donc Joe Biden. Donc le 45e président des États-Unis, vous savez, on l'avait surnommé Orange is the New Black, puisqu'il avait succédé à Barack Obama.
à l'époque, donc sur les réseaux sociaux. Et donc, il y avait eu ce mouvement aux États-Unis, We are still in. Pardon, je vous avais dit que je ne vous infligerai pas mon accent anglais. Donc, nous sommes encore dedans, c'est-à-dire qu'il y avait toute une série d'acteurs, aussi bien l'État de Californie, la ville de New York, des grandes entreprises, des villes, des comtés, qui ont voulu maintenir les États-Unis dans l'accord de Paris malgré le retrait de l'État fédéral et faire en sorte que par la somme des initiatives individuelles et des initiatives de la société civile et du marché et des différentes strates de pouvoirs locaux aux États-Unis, eh bien les États-Unis respectent la trajectoire de l'accord de Paris qui est donc de 2 degrés Celsius et si possible 1,5 degré par rapport à l'ère industrielle. Voilà, j'en dirai pas plus, je te donne la parole. Oui, je partage l'idée qu'il est trop tard pour être pessimiste. Et en effet, alors c'est vrai que l'expérience qu'on a des COP, c'est chaque fois des rendez-vous manqués. C'est-à-dire on voit qu'elles se succèdent, que c'est la douche froide un peu à chaque fois. Voilà, parce que malheureusement, elles ne sont pas suivies d'engagements tenus. C'est ça le sujet. Malgré tout, c'est des moments importants, parce que ça permet aussi aux États de prendre le pouls des engagements de chaque État, et par ailleurs de constater les efforts encore à faire. Et surtout que là, il y a un contexte, vous l'avez rappelé en début de conférence, un peu particulier, puisque le GIEC, et c'est pas tout le temps, ça arrive, vient de publier ce rapport. Donc effectivement, la COP se retrouve un peu sous pression, et c'est très important ces moments-là, parce que vous savez, il faut avoir quelque chose en tête, c'est que Jean Covici, que vous connaissez, Jean-Marc Jancovici, vous connaissez probablement, a monté un cabinet qui s'appelle Carbone 4, c'est un cabinet de très haut niveau, et ils ont fait une étude assez récemment qui a justement essayé de départager les parts des responsabilités. Et il y a quelque chose d'important qui ressort de cette étude, pour le synthétiser très vite. Si tous les citoyens, nous tous, on est absolument exemplaires, on se met à beaucoup moins prendre notre voiture, on ne prend plus l'avion, on mange moins de viande, on dérive nos déchets, etc. Si on est absolument exemplaires, on fait 25% du chemin. Les 75 autres %, ça dépend des pouvoirs publics et des entreprises. Donc ça, alors 25%, c'est beaucoup, il faut le faire, évidemment. Mais ça montre l'importance aussi qu'ont ces COP, et c'est absolument crucial qu'ils tombent d'accord. Un autre chiffre, vous avez en tête, c'est que aujourd'hui, 70%, je répète bien les chiffres, 70% des émissions mondiales de carbone sont générées par 100 entreprises. 70% des émissions de CO2 sont réalisées par 100 entreprises. Donc, vous voyez l'enjeu qu'il y a aussi de chaque État, aussi de réguler les choses et de arriver à mettre, pas des contraintes, mais en tout cas mettre, sûrement des contraintes d'ailleurs, mais mettre aussi de réguler les économies. Il y a 2 enjeux là qui sont précis sur cette COP, qui vont être au cœur des débats. Le premier, c'est tomber d'accord sur des règles du jeu communes qui vont permettre de respecter l'accord de Paris qu'on a évoqué en 2015. L'accord de Paris, pour le résumer, c'est on s'engage, 194 pays qui se sont engagés en disant on s'engage à limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, parce qu'après il y a un seuil de bascule, en visant les 1,5 degré. Donc il faut, l'enjeu de la COP, là, ça va vraiment être de tomber d'accord sur les règles du jeu. Et il y a un deuxième enjeu, qui n'est pas des moindres, qui est aussi de tomber d'accord sur un mécanisme de soutien financier et technique aux pays qui sont aujourd'hui les plus impactés par les dérèglements climatiques. Et il se trouve que ces pays qui sont le plus impactés par le dérèglement climatique, c'est ceux qui émettent le moins de CO2. Donc il y a un sujet très important dans cette COP, donc finalement, pour le dire rapidement, de tomber d'accord sur un mécanisme de justice sociale et de justice climatique. Donc on va voir, mais c'est un rendez-vous important, et il va falloir en moment que ça aboutisse, parce que tout seul on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait unir nos forces et mutualiser. Donc espérons que ça sera la bonne. Juste pour 2 secondes. Par rapport à l'aide aux pays pauvres, d'ailleurs, ce qui avait été évoqué pendant la COP 21 à Paris, ça n'avait pas été suivi d'effet, mais il n'est pas encore trop tard. Il y a un projet de taxe sur les transactions financières en Europe, dite taxe Tobin, par référence au prix Nobel entre guillemets d'économie. James Tobin en 1972. Donc la taxe sur les transactions financières créée au sein des pays européens. Je dis bien au sein des pays européens parce que ça a été refusé par l'ensemble des pays européens, donc c'est une coopération renforcée. C'est-à-dire quelques États qui se mettent d'accord pour avancer, dont la France et l'Allemagne notamment.
Donc l'idée, ce serait de mettre en place cette taxe sur les transactions financières pour générer des revenus, des recettes supplémentaires qui permettraient d'abonder en partie l'aide à ces pays. Voilà, donc on ferait coup doux, puisqu'on disait à l'instant que les émissions de gaz à effet de serre proviennent d'un grand nombre de grandes entreprises, ça permettrait de faire ce lien qui a priori n'est pas forcément évident. Voilà, mais la question est sur la table parce que la taxe sur la transaction financière connaît un petit peu des difficultés parce que l'attitude de la France, il faut balayer devant sa porte, n'a pas toujours été très claire par rapport à cette taxe. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pardon. Merci pour ces réponses. On souhaitait également faire un petit zoom du coup sur la région de Nouvelle-Aquitaine et parler directement de l'impact réel qu'a le réchauffement climatique donc, sur le littoral néo-aquitain. Et je pense au phénomène de submersion marine, d'érosion, des choses dont on parle beaucoup actuellement, pour le Cap Ferret ou pour le recul de la pointe du Médoc. Et on se demandait, est-ce qu'on évalue très bien les risques qu'encourt le littoral, et est-ce qu'il existe au niveau de la région des structures qui sont chargées d'évaluer ces risques, les suivre et peut-être prendre des décisions qui vont... Oui, c'est très bien évalué, avec deux risques différents suivant où on se trouve dans la région. Le sud de la région, c'est-à-dire plutôt l'Aquitaine, c'est plutôt des risques d'érosion, on a une côte sableuse, c'est plutôt de l'érosion. Au nord de la région, au Poitou-Charentes, c'est plutôt des risques de submersion. Où là, on voit très bien à quoi ressemble une submersion. Donc c'est vraiment deux enjeux différents. Sur le sud de la région, on est plus sur ce qu'on appelle maintenant techniquement du repli stratégique. C'est-à-dire que la région, notamment, et l'État, coordonnent le travail avec les communes pour, s'il y a un certain nombre d'activités économiques, un certain nombre d'habitations, travailler pour anticiper les choses et relocaliser pour anticiper que justement ces activités ne se retrouvent pas en danger. Et au niveau du nord de la région, là on est sur de la submersion, donc là il y a des vrais sujets de débat où dans les zones d'habitation, là on met vraiment des protections en dur, ce qu'on appelle des digues, mais ça a un impact très important sur la biodiversité. Donc on le fait que quand vraiment il y a un risque pour les populations, sinon on essaie de renaturaliser, notamment en remettant des zones humides, etc., pour que ça fasse des zones tampons. Je vais très vite, on pourra en parler toute une conférence, mais c'est vrai que c'est un enjeu très important. Il y a 3 structures très importantes qui s'occupent de ça, qui ont un rôle très différent. Il y a ce qu'on appelle le GIP, groupe d'intérêt public, c'est ça, littoral, qui est une structure qui là est plutôt une structure de gouvernance, c'est-à-dire il y a toutes les communes du littoral qui sont dessus, on discute de stratégie, c'est plutôt une structure politico-technique qui permet de mettre les stratégies en place. Ça, c'est le GIP. Il y a une deuxième, c'est un triptyque en fait. Il y a une deuxième structure qui on appelle l'OCA. Alors là, l'OCA, c'est des chercheurs qui justement évaluent très régulièrement l'impact de l'érosion ou de la submersion et font des simulations commune par commune et on sait exactement où on va, sur où on est. Et il y a une troisième structure que vous connaissez probablement plus, qui est le Conservatoire du littoral, qui lui, pour résumer, quand il y a des zones précieuses, peut-être en termes de biodiversité, ou des zones à protéger, ou des zones qu'il faut sanctuariser, ils achètent les zones et c'est eux qui les gèrent. Donc vous avez ce triptyque, et je le dis parce qu'on est la seule région, même littorale, qui bénéficie d'un tel triptyque, et on a plutôt, vous l'avez vu, sur la côte, même en Aquitaine, une côte sableuse qui est plutôt encore préservée, notamment de la bétonisation, et c'est lié à cette historique-là, qui date, je ne me rappelle plus le nom, de la MIAC, peut-être, dans les années 60. Voilà, merci, des années 70. Et c'est vrai qu'on a une chance d'avoir eu cette historique-là. Mais c'est en effet un sujet très important, puisque en tout cas l'érosion n'a jamais été aussi rapide. Par exemple, si vous allez à Soulac, dans certaines zones, c'est 3 mètres par an. Donc la moyenne, c'est plutôt, ailleurs, c'est plutôt 50-60 cm. Là, c'est 3 mètres par an. Donc il y a des zones qui sont réellement impactées. Il y a un vrai sujet derrière, et je termine là-dessus, il y a un vrai sujet, quand on parle de relocalisation, c'est comment on analyse les habitations, comment on analyse les activités économiques. Et ça, les régions ne peuvent pas le faire toutes seules. Donc il y a une discussion entre l'État, les régions, les assurances qui se retirent de plus en plus parce que les coûts vont être exorbitants. Là, quand on parle des règlements climatiques, on est dans le dur, quoi. Là, on y est. C'est un impact... Le Signal, qui est effectivement un bâtiment qu'on a dû évacuer, qui menace de s'effondrer, et il y a des péripéties juridiques sur l'indemnisation depuis
des années, et on voit bien que sur un bâtiment, la complexité qu'on a. Et là, sur le littoral néo-aquitain, on parlerait de milliers. Donc c'est ça. Là, on est vraiment dans un des impacts directs actuels du dérèglement climatique. Ce qui est important de préciser, c'est que le signal, quand il a été construit, il était à plus de 200 mètres de la côte. Exactement. Le signal qui porte bien son nom, le signal d'alerte, malheureusement. Il y a aussi le rôle de l'Agence européenne de l'environnement, qui travaille beaucoup sur une cartographie des risques climatiques en Europe, et donc ça inclut bien évidemment les régions françaises, et qui permet d'avoir aussi une vue globale, puisqu'il y a bien évidemment des phénomènes d'interaction et que la pollution ne s'arrête pas aux frontières. Et donc il y a, d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler, la nécessité d'une coopération transfrontalière, une coopération entre les régions. D'ailleurs, il y a une forte coopération entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Euskadi-Navarre, par exemple, qui est essentielle. Et donc cette agence européenne de l'environnement a bien ciblé, par exemple en Europe, puisqu'on parlait tout à l'heure, point de vue un petit peu plus global au niveau européen. On a effectivement les zones littorales, donc là, la Nouvelle-Aquitaine, on est complètement concerné. Il y a l'Europe méridionale, il y a le Grand Arctique aussi. Donc il y a plusieurs régions au sens large en Europe qui sont potentiellement très en danger par rapport à l'évolution qui est prévue par le GIEC. Donc, je tiens d'ailleurs à souligner au passage qu'il avait eu le prix Nobel de la paix en 2007, le GIEC, avec l'ex-futur président des États-Unis, Al Gore. Merci beaucoup. Donc pour revenir sur ces signaux d'alerte, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à mettre en place ce qu'on appellerait des paramètres additionnels? Donc j'ai en tête tout ce qui serait politique d'investissement en cas de catastrophe naturelle ou de crise alimentaire, puisque ça risque de se multiplier au vu du réchauffement climatique, donc à l'échelle régionale ou plutôt nationale. Oui. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est paramètre additionnel. En tout cas, je pense qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est en effet mettre en place des fonds de soutien au territoire qui soient, et quand je dis fonds de soutien, c'est des fonds qui soient mobilisables rapidement, de manière très réactive, parce qu'on le sait, aucun territoire sera épargné, et on l'a dit en préambule, quand on a rappelé le contenu du rapport du GIEC, les phénomènes extrêmes vont devenir de plus en plus importants. Et donc il va falloir avoir des modes de financement et de soutien qui soient beaucoup plus réactifs et ça ne pourra pas se faire à la seule échelle d'une région. Donc ça va demander une collaboration européenne, étatique et régionale. Donc ça, il y a vraiment ça à mettre en place. Et là, on voit aujourd'hui que quand il y a des catastrophes, on voit les collectivités et les territoires, la manière dont, passez-moi l'expression, ils galèrent pendant des années et des mois pour accéder à la reconstruction ou accéder à des fonds de soutien, c'est compliqué. Donc là, il y a un vrai sujet, surtout que ça va malheureusement, même si on a arrêté toutes les émissions aujourd'hui, il y a un passif, ça va se produire plus qu'avant. Donc ça, il faut anticiper ça. Et ensuite, il y a un deuxième levier qui me semble important, c'est de dire, on voit le mur devant nous, l'idée, c'est pas continuer à accélérer. Donc c'est comment, justement, par le financement public, on arrive à dévier le cours des choses. Et là, quelque chose qui a été d'ailleurs au cœur du débat des régionales, c'est conditionner les aides publiques. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, on ne peut plus distribuer de l'argent public à des activités qui aggravent le dérèglement climatique ou qui participent à l'érosion de la biodiversité. Ça ne peut pas se faire comme ça, sans condition. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Ça veut dire qu'il faut au moins, avec des filières, certaines filières du monde économique, passer, moi, ce que j'appelle des contrats de transition, en mettant en place, voilà les conditions, voilà les échéanciers, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des systèmes de formation pour vous aider à changer de modèle, à avoir de la reconversion, etc. Mais je pense que là, aujourd'hui, et ça c'est un vrai débat qui est dans les assemblées aujourd'hui, où il y a beaucoup d'élus rechignent à conditionner l'argent public. Parce qu'en effet, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand vous avez des grandes filières installées sur les territoires, en disant, ben voilà, avant c'était quasiment automatique parce qu'on parlait de développement économique, aujourd'hui, ben, il y a une contrainte supplémentaire, le mur est devant nous, il va falloir faire autrement, et si vous voulez bénéficier de l'argent public, il va falloir s'engager dans un contrat de transition. C'est un peu plus difficile politiquement à apporter que la première solution. Donc ça, c'est un vrai sujet politique, et je pense que là, on est au cœur du sujet. Encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire stopper les subventions demain. Ça veut dire comment, à horizon 2025-2030,
certaines filières, certaines parties du monde économique s'engagent en partenariat, il faut le voir comme ça, avec les régions pour justement, vous pourrez bénéficier d'un investissement parce que c'est ça qu'on parlait, mais à certaines conditions. Et d'ailleurs, le vrai sujet, je termine là-dessus, je le redis, le vrai sujet pour les filières, c'est souvent des sujets de formation pour faire effectivement changer le métier, etc. Et là, les collectivités peuvent aussi amener cette compétence-là. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Mais évidemment, plus on attend, plus le temps qu'on a pour agir est court, et plus les conditions sont difficiles. C'est-à-dire si on avait pris ce débat en 2005, on serait dans un contexte totalement différent. Aujourd'hui, ce que nous dit le GIEC, c'est que le mur, c'est 2030. En fait, c'est 10 ans. Donc évidemment, plus on attend, c'est ça le paradoxe. C'est que plus on repousse, plus on attend, plus c'est difficile. Donc il est temps. Et pour prolonger cette question de la conditionnalité, il faut savoir que l'Europe a admis la légalité des critères environnementaux et sociaux, notamment dans le cadre de la passation des marchés publics pour les collectivités territoriales, depuis 2002. C'était un arrêt de la Cour de justice en 2002, et ensuite ça a été modifié dans le cadre des directives, parce que ce n'était pas prévu au départ. Donc, d'ailleurs, en 2 mots, c'était la ville d'Helsinki qui avait passé un marché public pour acquérir des bus pour ses transports, pour ses lignes de transport urbain, et qui avait inclus un critère, outre le critère de qualité et de prix, qui avait inclus un critère relatif à la pollution en termes de pollution atmosphérique et aussi de nuisances sonores. Et ça avait été critiqué par l'entreprise, une des entreprises évincées, qui s'appelait Concordia, qui portait du coup bien mal son nom, puisqu'elle a tenté un recours. Et ça a été donc porté devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le texte des directives à l'époque ne mentionnait pas les critères environnementaux. Et pourtant, la Cour de justice, par une interprétation large, je ne vais pas rentrer dans les détails, à moins que vous ayez envie d'un cours de droit à Master 6, qui à mon avis n'est pas une bonne idée. Et la Cour de justice, par une interprétation large, a admis donc la légalité des critères environnementaux et sociaux dans le cadre de la passation des marchés publics pour les collectivités publiques et notamment pour les collectivités territoriales. Ça c'est important parce qu'on dit parfois que l'Europe peut être un frein et elle peut l'être d'ailleurs, mais il faut aussi montrer qu'elle ouvre la voie et c'est une possibilité, c'est pas une obligation mais c'est une faculté qui est ouverte par le droit européen, libre ensuite aux droits nationaux et ensuite au pouvoir public de s'en emparer. Et après, effectivement, comme ça a été dit, ça dépend aussi d'une sensibilisation politique. Mais juridiquement, c'est tout à fait faisable. Merci pour ces réponses. Vous aviez parlé tout à l'heure, il me semble, M. Thivier, de l'importance des politiques publiques dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette semaine a eu lieu donc, le 2e tour de la primaire écologiste. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de radicalité écologique, ou pas d'ailleurs. Et est-ce que, selon vous, il existe un modèle idéal de lutte, si oui, lequel, de lutte contre le réchauffement climatique, et quelle place donner aux régions dans ce modèle? Tu as 3 heures. Alors, on l'a dit depuis le début de cette conférence, on est dans ce qu'on appelle la décennie critique. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est les scientifiques qui l'appellent comme ça, on a ces 10 ans pour agir. Et c'est vrai que pendant la primaire écologiste, le mot radicalité a fait débat et il est beaucoup revenu. Et notamment, il a même été un peu montré du doigt comme une espèce de ligne de fracture entre les candidats. Étymologiquement, radicalité, ça veut dire revenir à la racine. Donc ça veut dire prendre les problèmes à la source. Et prendre le problème à la source, aujourd'hui, ça consiste à faire des choix différents pour travailler sur la cause de nos maux et de nos problèmes. Et pour ça, si on veut changer les choses en amont, faire des choix différents, il faut gouverner et être en responsabilité. Donc j'ai envie de vous dire, la radicalité, la vraie, c'est donc se donner les moyens de gouverner et de gagner la présidentielle. C'est ça la vraie radicalité. Le reste, c'est des mots. La radicalité aujourd'hui, c'est comment on arrive à accéder aux responsabilités pour modifier les politiques publiques et essayer de modifier le cours des choses. Mais après, dans le débat qu'il y a eu sur la manière de la radicalité telle qu'elle a été posée dans la primaire, moi, mon sentiment, c'est que si on veut arriver à convaincre, à être crédible,
et à gouverner, ça nécessite de montrer qu'on est capable de planifier les choses. C'est-à-dire avoir une vision. C'est-à-dire on ne peut pas imposer les choses brutalement aux populations. Un, ça ne marche pas, et deux, dans le temps, ça ne tient pas. Parce qu'on est dans un système démocratique, et de toute façon, ça va tenir quelques années, ça ne tiendra pas. Donc si on veut inscrire les choses dans le temps, on ne peut pas imposer les choses brutalement. Donc, et ça va être l'enjeu de cette présidentielle, je pense, c'est qu'il va falloir être capable de dire, en termes de transition écologique, dans le débat public, où on va, comment on y va, à quel rythme, être assez honnête pour dire qui dans cette transition va gagner quelque chose. Il y aura des perdants, il faut le dire, et à ces perdants-là leur dire comment on va faire, voilà quelles seront les compensations. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Je pense que le reste, c'est du débat sémantique. Mais l'enjeu, il est là. Et c'est ça, être capable de poser cette vision et la manière dont on va s'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le mot transition, tout le monde entend transition, on vous dit ok, il faut tous transiter, mais par contre, vous ne savez pas où vous atterrissez. Quoi. Et c'est quand même ça, c'est légitimement ce qui peut inquiéter beaucoup de gens, c'est-à-dire ok, on quitte ça, mais on va où? Et ça va être l'enjeu, il me semble, de la présidentielle. Et on ne peut pas faire de mutation si on ne planifie pas. Et je crois que c'est aujourd'hui ce qui a manqué beaucoup. Et je ne parle pas que des écologistes en général aujourd'hui, c'est qu'on réagit plutôt à l'urgence, on est plutôt dans la réaction, on a vraiment besoin de planifier. Et c'est aussi vrai, du coup, pour les politiques régionales, quand on est en début de mandat, le prochain mandat va aller jusqu'en 2028, et on y reviendra peut-être, mais c'est à mon avis un des gros talons d'Achille aujourd'hui des politiques régionales, c'est que il y a quand même assez peu finalement de planification, et quand je dis planification, c'est vrai pour la transition énergétique, c'est vrai pour la mutation agricole, c'est vrai sur la manière dont on doit faire muter nos modèles de production, etc. C'est ça le sujet. Donc le mot radicalité, je le redis, la vraie radicalité, c'est convaincre, arriver aux responsabilités et changer les choses. Le reste, c'est artificiel. J'ai envie de faire un petit parallèle. Il y a à peu près un siècle, aux États-Unis, il y a un président démocrate qui a été élu sur un programme qui a d'ailleurs trouvé un écho aujourd'hui dans la politique de l'Union européenne, puisqu'il s'agit du New Deal, il s'agit de Franklin Delano Roosevelt. Son programme était radical à l'époque. Parce qu'il a proposé de réformer, c'est pas une révolution, conceptuellement ça l'était, de réformer le capitalisme qui était en train de s'autodétruire. C'était complètement radical. Il s'est opposé, bien sûr, politiquement, il s'est opposé à la Cour suprême aux États-Unis, qui a bloqué plusieurs de ses projets. Donc, ça va pas, un changement de paradigme ne va pas de soi. Effectivement, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale, il faut faire de la pédagogie, soit à l'université, dans le monde politique, on a ce point commun. Il faut faire de la pédagogie pour favoriser l'acceptabilité sociale, pour favoriser la clarté du débat, faire des choix forts, pour renouveler le contrat social. Et un constat simple, partout dans le monde, et notamment en Europe, là où l'environnement se porte le mieux, c'est là où la démocratie se porte le mieux. Donc on n'a pas opposé choix démocratique, choix collectif éclairé et protection de l'environnement. De toute façon, il y a une interdépendance. La santé de l'être humain aujourd'hui dépend de la santé de l'environnement. Ça a toujours été vrai. Aujourd'hui, on en a de plus en plus conscience. Tant mieux. Notamment par rapport à tous les déclats, la question des décès prématurés liés à la pollution atmosphérique, par exemple. Donc, on a besoin c'est l'occasion de renouveler notre démocratie, c'est l'occasion de l'approfondir peut-être, de l'améliorer. On a un traité en Europe, par exemple, qui n'est pas très bien forcément appliqué par l'Union européenne et par la France, c'est la Convention d'Aarhus, c'est une charmante bourgade danoise, en 98, qui porte sur l'information du public, la participation à la décision du public et l'accès à la justice du public. Là aussi, on a un triptyque, c'est une sainte trinité, en tout cas, on a un triptyque qui est essentiel pour améliorer la démocratie. Et ce qui est important, c'est que les avancées qui se font du point de vue de la protection de l'environnement vont ensuite, de toute façon, par capillarité, aller dans d'autres domaines et améliorer la démocratie du point de vue procédural, par une meilleure association, par une meilleure information du public. C'est ce que disait déjà l'agenda 21 en 92, quand il évoquait le rôle des collectivités locales dans le chapitre 28, en expliquant que l'un des rôles importants, c'était d'être un rôle d'information
parce que c'était les échelons territoriaux, les échelons de pouvoir qui étaient les plus proches des citoyens. Donc il y a un peu du small is beautiful, si vous voulez, dans cette optique. Pardon, je suis un peu... Pas de souci. Une dernière petite question. Avant de passer à l'interaction avec le public. Je vais revenir rapidement sur l'échelle européenne avec un exemple assez concret. Il y a eu un recours qui a été déposé par la République tchèque devant la Cour de justice européenne contre une mine de charbon polonaise qui a un effet néfaste sur les sols et les eaux en République tchèque. Malgré une sanction financière très importante et ce recours, la Pologne refuse de fermer cette mine. Donc, pensez-vous qu'en matière environnementale, l'Union européenne devrait être contraignante? Ça, c'est une belle question piège. Je ne suis pas sûr de vous remercier. J'avais bien compris, j'avais anticipé. Donc, la Pologne, combien d'être nuancé. La Pologne, aujourd'hui, c'est l'un des mauvais élèves de la classe européenne sur plein de plans. Il y a l'état de droit, et il y a la protection de l'environnement, ce qui montre d'ailleurs le lien que je faisais tout à l'heure entre démocratie, état de droit, protection de l'environnement. Et l'égalité. Si on commence, on ouvre la boîte de Pandore. Mais merci François. Donc, la Pologne, effectivement, a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne pour des atteintes aux droits de l'environnement, aux droits de l'Union européenne de l'environnement. C'est par exemple l'une des dernières forêts primaires en Pologne, qui fait l'objet de coupes trop importantes, d'une déforestation très importante. La Pologne a été condamnée. Alors, du point de vue de l'énergie, du point de vue des mines de charbon, d'ailleurs, une petite anecdote au passage. Il y a quelques années de ça, c'était la COP 13, si je me souviens bien, je parle sous le Nicolas, qui se tenait à Varsovie. Et merci, ça va. En fait, le ministre de l'Environnement avait été limogé, le ministre polonais de l'Environnement, donc qui allait diriger les travaux en tant que pays hôte, en tant qu'hôte de la COP, a été limogé quelques semaines avant, et c'est le ministre de l'Industrie qui avait hérité du portefeuille de l'Environnement. Et alors, non seulement il avait une double casquette, donc je crois qu'il est en traitement, en thérapie, selon le titre de la fameuse série, depuis. Et donc, il y avait aussi non seulement donc, une double casquette du ministre, mais il y avait aussi, donc 2 en 1, mais il y avait aussi 2 conférences. Il y avait la COP, l'éolien offshore ou l'éolien terrestre, etc. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, il faut faire de la sensibilisation, de la pédagogie, tout en étant ferme. Voilà, donc il faut manier le bâton et la carotte, mais pas que le bâton, pas que la sanction, sinon on n'arrivera à rien, et au contraire même, on risque de cristalliser un petit peu un phénomène d'union sacrée autour du gouvernement du PiS, sans l'offre, donc le parti droit et justice, comme vous le savez, alors qu'ils sont mal en point dans l'opinion publique, donc il ne faut pas leur donner ce cadeau de donner l'impression que c'est Bruxelles, qui est présenté comme un nouvel avatar de Moscou, qui vient exiger des Polonais qu'en face, qu'ils obéissent à des dictates. Voilà. Donc il faut faire preuve de persuasion, il faut faire preuve de conviction, de pédagogie et accompagner financièrement. Je finirai là-dessus, pardon, je suis encore un peu long, l'universitaire bavard, c'est un pléonasme. En 2004, lorsque la Pologne adhère, plus tous les autres pays d'Europe centrale et orientale, il y a TIPECO, pardon pour l'acronyme, donc pays d'Europe centrale et orientale, donc qui adhère en 2004. Se pose la question du budget de la politique régionale pour accompagner la transition économique. Et là, pour le coup, on ne parlait pas de transition écologique, on parlait de transition économique. Le pays qui était en retard de développement après plus de quasiment 50 ans de dictature communiste. Eh bien, on a maintenu le budget à peu près, on l'a augmenté de un peu plus de 1%, grosso modo, on l'a maintenu, au lieu de l'augmenter. On a manqué de solidarité, il n'y a pas eu de plan Marshall européen. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, Orban, Kaczynski, ce sont un peu les enfants de l'égoïsme européen. Voilà, bien sûr, ce sont des choix politiques qui ont été faits par les citoyens polonais, hongrois et autres, on pourrait parler de la Hongrie aussi, mais on y a contribué aussi par manque de solidarité. Quand l'Espagne et le Portugal, deux pays qui me sont chers pour des raisons qui semblent assez évidentes, quand on connaît mon patronyme et mon prénom, ont adhéré en 86, on a multiplié par 2 les fonds structurels, par 2 pour 2 pays. On a multiplié par 2 les fonds structurels. Donc, et la politique régionale joue un rôle important en matière de transition énergétique, puisqu'il est prévu que 30% du budget soit alloué à la transition vers une économie bas carbone. Et je m'arrête là.
Merci pour votre patience. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public, donc n'hésitez pas. Ah, il y en a plusieurs. Allez-y, monsieur. Oui, c'est très bien que vous ayez parlé de la manière dont l'Europe a fait appliquer ses textes et autres. Tout à l'heure, vous avez parlé d'ours. Vous avez dit que l'Europe avait obligé la France à augmenter les réimplantations d'ours. Ce n'est pas une décision qui est venue comme ça directement de la Commission. C'est tout simplement qu'il y avait une directive européenne qui avait été validée au niveau européen par l'ensemble des instances. Il y a le Conseil européen, le Conseil des présidents, le Parlement. C'est une directive de 92 et qui avait été implémentée ensuite dans le droit français, transposition par l'Assemblée nationale. Et comme nous ne respections pas nos engagements, la Commission, qui est chargée de nous rappeler à l'ordre, nous a rappelé à l'ordre. Mais elle ne l'a pas fait comme ça parce qu'elle avait envie, elle l'a fait en fonction de textes que nous avions acceptés et votés. Oui, c'est vrai, ça montre qu'effectivement, l'espoir est encore permis. Moi, je voudrais parler de votre région, la Wallonie, qui est très autonomiste aussi. Tu me l'accorderas, Gwen. La Wallonie qui s'est illustrée à plusieurs reprises par des prises de position très favorables à l'environnement. Il y a eu par exemple une affaire qui avait été jugée par la Cour de justice de l'Union européenne en 1992, où la Wallonie avait été attaquée devant la Cour de justice par la Commission européenne parce qu'elle interdisait l'importation de déchets. Elle ne voulait pas de déchets sur son sol qui provenaient non seulement des autres États membres, mais aussi d'ailleurs des autres régions de la Belgique. Pourquoi d'ailleurs les difficultés existentielles belges ne se nichent pas uniquement dans les questions culturelles et politiques, mais aussi environnementales. Et a priori, la Cour de justice aurait dû condamner comme une entrave à la libre circulation, puisque les déchets sont considérés comme des marchandises. On s'en félicite ou pas, après en tant que citoyen on a son avis, mais juridiquement on se considère comme une marchandise. Et la Cour de justice, par un tour de passe-passe juridique, a expliqué qu'il y avait le principe de correction par priorité à la source, c'est-à-dire qu'il était admissible pour un pouvoir local de vouloir traiter uniquement les déchets produits sur son sol, au nom des principes de suffisance et de proximité contenus dans la Convention de Bâle à laquelle l'Union européenne est partie. Et un autre exemple, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Paul Magnette, donc un collègue à nous deux, puisqu'il est universitaire de formation et homme politique, donc deux en un, Paul Magnette, président de la région Wallonne, qui s'est opposé au nom de la Wallonie, durant le processus de ratification du CETA, s'est opposé, puisqu'il doit y avoir une ratification nationale, donc dans les États fédéraux, il y a la ratification par les parlements régionaux, il y avait une ratification prévue du Parlement wallon, s'est opposé à la ratification du CETA, moyennant quelques précisions, quelques améliorations, et il en va de même pour l'accord qui est prévu avec le Mercosur, qui est pour l'instant Mercosur, selon qu'on adopte l'appellation espagnole ou portugaise, et qui a été mis en suspens puisque, vous le savez, il y a des difficultés avec le président brésilien actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que les régions peuvent être aussi un levier, notamment dans les États fédéraux, par le biais de la ratification nationale, peuvent être des leviers, des instruments, des aiguillons, des Pygmalions peut-être pas, mais en tout cas des aiguillons pour rendre les accords de l'Union européenne plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du climat. Il ne s'agit pas de dire que c'est la panacée, mais c'est un élément important dans l'évolution de la politique commerciale de l'Union européenne en tant que région, mais cette fois-ci au sens de continent, parce qu'il est indispensable que cette forte compétence de l'Union européenne soit utilisée de manière respectueuse de l'environnement. Et de ce point de vue-là, les régions au sens classique du terme peuvent jouer un rôle important. Non, j'ai rien occupé. D'accord, c'est le sujet. Vous parlez de la spécificité de la région Aquitaine et notamment du littoral aquitaine avec le problème de l'érosion de la biodiversité et en fait la spécificité, les nombreuses organisations de conservation du territoire, du littoral et de protection. En fait, je voulais vous poser une question vis-à-vis des leviers et de la réalité du conservateur du littoral, donc en fait du programme Natura 2000
et de l'efficacité en fait de ce genre d'appellation. Parce que je vais prendre un exemple très précis, par exemple à Saint-Jean-de-Luz, une zone classée Natura 2000 a été modifiée et un bar de luxe a été construit en dur, la falaise a été creusée et la falaise a subi de nombreuses modifications. Et en fait, si l'inscription au PLU d'une zone protégée, d'une zone Natura 2000 ne suffit pas à éviter des constructions comme ça, quels sont les leviers utilisés, puisque par exemple il y a un recours en justice qui a été présenté, mais ça va encore être très long et le mal est déjà fait puisque les constructions en dur sont déjà là et que la falaise a été creusée. Donc quelles sont les solutions réelles? Sur les ressources Non mais là c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé en termes de problématiques environnementales, c'est là on parle de l'artificialisation des sols notamment. Il faut avoir en tête que tous les 10 ans, c'est l'équivalent du Finistère qui disparaît sous le béton. C'est l'équivalent du Finistère tous les 10 ans qui disparaît sous le béton en France. Donc, de toute façon, on va pouvoir continuer éternellement comme ça. Après, en effet, surtout sur les zones que vous avez évoquées, il y a une pression démographique extrêmement importante. Tout ça, ça a des ressorts bien plus profonds, qui sont aussi la question de la spéculation derrière. Ça pose aussi la question de quel mode de transport, parce qu'on parle beaucoup de désenclavement des territoires, mais c'est des questions éminemment complexes. Parce que quand vous faites par exemple une ligne à grande vitesse, évidemment, ça peut avoir des intérêts parce que vous prenez moins l'avion. Mais de l'autre côté, sur les territoires qu'elle dessert, vous faites exploser les prix et vous générez une spéculation foncière. Et les élus, beaucoup effectivement, essaient de contourner ce genre de choses dans les PLU. Et c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, moi dans les 6 ans de vice-président que j'ai occupé dans la précédente mandature, le moyen le plus efficace, c'est pas partout possible, le moyen le plus efficace pour contrer les choses, c'est que moi j'avais opté pour financer assez largement ce qu'on appelait le conservatoire. Alors il y a le conservatoire d'espace naturel et le conservatoire du littoral. Et c'est vrai que la meilleure protection quand les zones sont vraiment à protéger, c'est de les acquérir. Et c'est parce que sinon, même, alors mieux que moi, mais la question de Natura 2000, ça se contourne et on le voit partout. Et c'est vrai qu'on arrive à... moi, la conclusion que j'ai tirée en tant que responsable politique après 6 ans, c'est que j'ai orienté mon budget sur la biodiversité sur l'acquisition. Parce que quand le conservatoire, là, que ce soit le littoral ou l'espace naturel, eh bien, c'est une propriété qui est intouchable pour au minimum 100 ans. Et c'est vrai que, à part être dans un parc national, c'est pas du tout partout le cas, et être encore en cœur de parc national où on est sanctuarisé, même dans un parc naturel régional, on fait à peu près ce qu'on veut. Franchement, dans un PNR, il y a très très peu de contraintes. Sur les PLU, moi j'étais vice-président du parc des Landes pendant 6 ans. Pour que le parc fasse imposer une décision à une commune sur un PLU, ça a marché 1 fois sur 10. Vous avez un livre blanc. Vous avez Oui, un livre blanc sur le PNR de... Oui, exactement. Donc logiquement, les PLU reprend les grandes lignes. Tout est dans le logiquement. Logiquement. Tout est dans le logiquement. Mais il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que si, en gros, comment ça se passe? C'est-à-dire que si on l'a eu le cas plusieurs fois, et c'est vrai, théoriquement c'est vrai, mais le cas c'est qu'une commune qui veut faire de la spéculation foncière en se disant cette zone je veux la bétoniser, le parc lui dit non mais là ça ne correspond pas à l'engagement, je me retire du parc. Je me retire du parc et du coup, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un parc national. Et évidemment, je grossis un peu le trait. Mais même un parc naturel régional n'est pas une garantie. On fait passer la 65 au milieu du parc naturel régional. La LGV, on peut la faire au milieu du parc naturel régional. Donc il y a très peu de niveaux de protection, à part des réserves naturelles nationales ou régionales, ou l'acquisition de foncier. Sinon, mais mieux que moi, mais le reste s'avère assez fragile en fait, surtout quand il y a une grosse pression politique. Et malheureusement, c'est même vrai au niveau européen, puisqu'on a eu des exemples, alors maintenant qui sont révolus, mais on a eu des exemples où
l'Europe défaisait de la main droite ce qu'elle avait fait de la main gauche. Vous voyez aucune connotation politique. Et donc, plus sérieusement, l'Union européenne, à travers la politique régionale, a eu financé des infrastructures de transport avec une forte emprise, par exemple des autoroutes, en pleine zone Natura 2000. C'est-à-dire que l'Europe défaisait de ce qu'elle voulait faire d'un autre côté avec la politique de l'environnement. Il y a un vrai problème de cohérence déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'action de l'Union européenne. Une dernière question, Madame, allez-y. Je ne veux pas être la dernière à partir. Je veux apprécier l'exposé ce soir, très riche, et j'ai trouvé qu'il y a vraiment une très belle coordination entre les deux intervenants. C'est ça, on a beaucoup travaillé. Pendant au moins 5 minutes tout à l'heure. Une approche très macro pour arriver au micro, que je souhaite davantage. C'est ce que vous venez de dire, là au niveau européen, il y a, et vous l'avez dit mademoiselle aussi, une hétérogénéité entre les pays. Dans le sud-ouest, on a beaucoup d'eau, mais moi je suis chypriote, et donc au nord de la sécheresse, on n'a pas du tout les mêmes problématiques dans les 20 années à venir. L'application de toutes ces politiques au niveau local, ça ne se passe pas de la même manière. Les contournements, comme vous le dites, ils sont plus aisés d'un côté que de l'autre. Voilà. Par rapport à votre approche globale, puis quand on l'entend, ça paraît magique, ça paraît formidable. Quand on est étudiante, on le dit, on se dit mais c'est chouette, je vais m'engager, il a beaucoup d'avenir, il a plein de choses à faire. C'est vrai, il faut croire. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, parce que je suis quand même une femme d'action, je travaille. Et quand on le ramène au niveau local, et M. Thierry, vous en avez parlé, vous étiez vraiment dans le cœur du sujet. Et quand on est citoyen, tout simplement, on peut parler du travail, et qu'on habite une ville, et quand on veut avoir un logement, quand on veut trouver quelque chose, on certes, et j'aimerais donc aborder l'approche, le sujet de la construction, comment le bâti s'est mis en place, comment on construit. Une parenthèse sur ça, on avait parlé il y a une vingtaine d'années de la haute qualité environnementale dans l'acte de construire. On avait 30 cibles. Il fallait donc que les bâtiments, on cochait, il fallait avoir tous les cibles, 5 par-ci, 6 par-là, etc. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné, mais ça a donné des Bruxelles, si vous voulez, sur les sujets globaux de la construction. Et plus ça va dans la construction, parce que je vais vous dire, je suis architecte, et donc vraiment, si je le partage avec vous, ces questions-là, c'est que c'est vraiment, ça devient un parcours du combattant de construire. Aujourd'hui, philosophiquement, c'est très chouette, il faut le faire, mais dans la réalité, comment faire? Vous avez parlé tout à l'heure de manque de foncier. Quand il y a des inondations, on se rend compte qu'il y a 15 ans, on est allé se mettre dans le lit de la rivière, et puis ça continue encore. Là, on va se dire, mais bon sang, il y a quand même des plans de l'urbanisme, ça s'y impose. À un moment donné, c'était réglementé. Pourquoi? Qui a permis d'eux, etc. Donc je pense qu'il y a un travail, peut-être région par région ou pays par pays, de descendre du sommet au niveau local, ou du macro au niveau micro, parce que ces directives ne collent pas, je ne sais pas à quel pourcentage, je vous laisse les dire ou ne pas les dire, avec les locales. Ça ne fonctionne pas. Et parfois, on a l'impression qu'il y a tellement de préoccupations lointaines, on va dire philosophiquement bien élevées, mais ici et maintenant, les préoccupations ne sont pas les mêmes. La voiture, c'est bien d'interdire la voiture, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il avoir des gares multimodales qui fonctionnent. Je viens de Val-de-Leyre, je ne sais pas, de Bella-Bélier,
Mais j'attrape mon train et je monte dans les trams et j'arrive à la cité administrative, enfin j'ai dit n'importe quoi, enfin vous voyez, et je pense qu'on est nombreux ici, et puis pour prendre ici Bordeaux ou la Gironde ou l'Aquitaine. Et je n'en parle même pas des chiffres que je connais bien, on est très loin de cette démarche-là, parce que finalement, vous avez commencé votre conférence en disant qu'il faut réduire donc tout ce qui se passe au niveau gaz et de dessert, mais c'est un ensemble. Ce n'est pas la France. Et la France, elle maintient vraiment on va dire, la dragée haute par rapport à ça, on sait 20%, mais les autres pays autour, quels moyens ils ont, même si on les aide, comment ça va se passer. Et je sors de l'Europe, je me dis, mais les États-Unis dans tout ça, un oiseau passe, et puis la Chine, vous voyez, donc tous ces efforts pour les citoyens français, pour les citoyens girondins, pour la ville bordelais, mais autour. Vous avez des éléments peut-être. Merci. Moi, en 2 mots, c'est ça. En même temps, c'est une question politique. Non, mais juste, je reviendrai un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, il y a un problème d'application du droit de l'environnement, des contraintes environnementales, soit dans le secteur du bâti ou dans d'autres domaines, dans le secteur de la protection de la nature, de la biodiversité. À tel point que certains esprits taquins surnomment le droit de l'environnement un tigre de papier. Voilà, parce qu'on accumule les textes papier et finalement il n'est pas si bien appliqué que ça. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, 25% des affaires jugées par la Cour de justice sont des affaires ayant trait à une mauvaise application du droit de l'environnement. C'est vrai. Mais pour autant, il y a des progrès qui ont eu lieu en matière de protection de l'environnement. Pour autant, on avance aussi dans une modification du fonctionnement de nos sociétés. Parce qu'encore une fois, parler d'environnement, c'est parler de démocratie. Et ce que vous dites sur effectivement la difficulté à faire atterrir, si je puis dire, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a des décisions hors sol. Il y a des lois hors sol, il y a des textes hors sol, etc. Et ça, c'est pas propre à l'environnement, malheureusement. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui. Le constat est fait par de nombreux observateurs et par d'éminents penseurs aujourd'hui. On a une démocratie, on a des démocraties, que ce soit la démocratie au niveau de l'Union européenne ou la démocratie dans les États, qui ont besoin effectivement d'être approfondies, d'être perfectionnées. Et l'environnement est une crise, mais c'est aussi une opportunité, d'ailleurs étymologiquement c'est lié, pour renouveler, pour rajeunir, pour offrir peut-être une cure de jouvence à nos démocraties. Et donc, penser aussi à l'état de droit. Aujourd'hui, il y a des penseurs qui pensent à un état de droit environnemental, c'est-à-dire qui enrichissent la notion d'état de droit à la protection de l'environnement, parce que le premier des droits de l'homme, le premier des droits humains, pour le dire de manière non genrée, c'est d'exister, c'est de vivre. Si votre environnement est dangereux ou insalubre, vos droits sont vidés d'effet. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, on a de plus en plus d'affaires relatives à la protection de l'environnement qui sont jugées par l'autre Europe, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, et qui juge des affaires sur le fondement de la violation du droit à la vie, ou de traitement inhumain dégradant, ou d'atteinte au respect de la vie privée. Parce que, par un petit exemple, une affaire espagnole, il y avait eu une usine de tannerie qui était près d'habitation, qui avait été autorisée à s'implanter près d'habitation, qui provoquait des nuisances olfactives et atmosphériques, et de la pollution atmosphérique, pardon, aux habitations voisines. Et donc, vous avez des habitants, donc, Lopez Ostra, pour ne pas les citer, qui ont porté l'affaire dans la Cour européenne des droits de l'homme et qui ont obtenu la condamnation du Royaume d'Espagne, alors que le mot environnement ne figure pas dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ça a été considéré comme une atteinte au respect de leur domicile, au respect de la jouissance de leur domicile. Donc, oui, il est assez facile de se décourager, mais c'est un travail de persuasion et de pédagogie. Je te fais la première partie. Ce que vous avez évoqué, c'est aussi d'ailleurs Bruno Latour, vous le connaissez peut-être, qui parle de où atterrir. Et en fait, c'est ça dont on parle. C'est comment on arrive à se réancrer et remettre les enjeux au niveau d'un territoire. Et d'ailleurs, on parlait du GIEC au début de la conférence, et ils le comprennent, parce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau
au niveau du rapport, c'est que maintenant, en ligne, vous pouvez y aller, vous voyez l'impact du dérèglement climatique, non plus au niveau d'un pays, mais au niveau de votre région, de votre territoire. Et ça, c'est complètement nouveau, parce qu'il y a cette compréhension que la société est en train de bouger, il y a une prise de conscience, mais ça ne se fera pas par des concepts très théoriques ou très lointains. C'est-à-dire, ce qui intéresse concrètement, et le changement passera par là, c'est comment je respire mieux, comment je mange mieux, comment je ressens plus de bien vivre. Et c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Et c'est pour ça que les régions et les communes, d'ailleurs les villes, sont des échelons, évidemment, extrêmement importants. Mais ça veut dire aussi qu'il faut poser des alternatives, il faut proposer aussi un chemin au niveau local. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. Et même au niveau de la présidentielle qui arrive, avoir les grands débats tels qu'on les entend, ça n'intéresse absolument plus personne. Aujourd'hui, il faut arriver à faire re-atterrir les choses, et Bruno Latour, encore une fois, l'a bien formulé. Après, je finirai juste sur ce que vous disiez sur la France, et on se sent complètement noyé par rapport à l'impact qu'on peut avoir par rapport à d'autres. Vous savez, il y a quelques années, j'ai participé à une conférence sur la biodiversité avec un certain nombre de pays africains. Et effectivement, l'enjeu, c'était, quand j'étais au ministère, l'enjeu, c'était la France venait porter l'idée qu'il fallait cesser tout de suite d'exterminer les grands fauves comme les lions, ou les tigres, ou le panthère dans ces pays-là. Et ils nous ont dit, vous n'êtes pas capable de vivre avec 10 ours, et vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut protéger votre grande faune. Donc tout ça pour vous dire que si on veut continuer, comme vous le disiez, et il faut le faire à porter la dragée haute, la condition, c'est être exemplaire soi-même. Et je pense que et on n'aura aucune crédibilité si on ne l'est pas. Donc, même si on est dilué, et ça se comprend quand on voit la Chine, les États-Unis, Bolsonaro qui est en train de détruire l'Amazonie, si on veut avoir une parole forte et montrer qu'il y a une autre voie possible et qu'on veut être entendu, il faudra être exemplaire. Donc, au moins pour ça, il faut le faire. Oui, tout à fait. Il faut que l'Europe utilise son soft power. Voilà. L'Europe a un rôle essentiel à jouer aujourd'hui en tant que région du monde dans la définition d'une réorientation de la société. Il ne s'agit pas de faire un euro cocorico, hein. Tout n'est pas parfait au sein de l'Union européenne, mais on a cette responsabilité-là et on est les mieux armés pour différentes raisons historiques, géographiques, climatiques, culturelles, pour définir cela. Si on arrive à entraîner avec nous nos cousins américains, très bien. Si on arrive à entraîner avec nous les latino-américains, très bien. Mais on a cette responsabilité-là. Et parce que oui, l'Union européenne, c'est environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc même si l'Union européenne est exemplaire à elle seule, elle ne renversera pas les choses. Non, mais elle peut faire effet de levier. Elle peut avoir un rôle d'émulation, un rôle de leadership culturel. Voilà. C'est une redéfinition du contrat social. Et je citais Bruno Latour, effectivement, je pensais notamment à lui. Je pense aussi à Dominique Bourg, qui est un grand penseur de nos démocraties et de la façon dont nos démocraties peuvent évoluer en tenant compte de la contrainte environnementale. Voilà. Et puis bien sûr, on pourrait évoquer la fable du colibri, je pensais que tu allais le faire. Non, parce que, voilà. Et pour compléter, l'enjeu c'est aussi de montrer que quand on est exemplaire, aussi on développe, ce n'est pas incompatible avec l'économie, au contraire, on peut développer une prospérité. Quand on lance un grand plan d'isolation des bâtiments, on crée de l'emploi. Quand on développe les énergies renouvelables, on crée de l'emploi. Si on sort d'un système très linéaire de gaspillage, où on rentre dans l'économie circulaire, où on réutilise, on va dans l'éco-conception, on crée de l'emploi local et non délocalisable. Et c'est ça que doit montrer l'Europe. Montrer aux pays aujourd'hui qui sont en voie de développement ou à un autre niveau de développement économique, leur montrer que justement c'est une opportunité pour justement pas forcément peut-être repenser la notion de progrès et de croissance telle qu'on l'imagine, mais qu'il y a une prospérité qui peut justement amener à un mieux vivre, et c'est ça qu'on doit montrer. Et je pense au contraire, malheureusement, au-delà de tous les débats assez stériles sur le repli, sur tout ce qui est assez nauséabond, il y a un projet au contraire extrêmement enthousiasmant à porter, et je pense que c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Encore une fois, les mots ont un sens, et si on parle de Green Deal au niveau européen, on s'est inspiré du New Deal de Roosevelt, qui a accouché d'une nouvelle société et qui a débouché sur un nouveau type de capitalisme aux États-Unis jusqu'à la fin de Bretton Woods, dénoncé par Nixon début des années 70, qui a permis un capitalisme régulé et synonyme de progrès social. Donc,
on a cette opportunité-là. On arrive à la fin, on vais remercier les intervenants, le public également, c'était un débat très intéressant, c'était interactif et assez riche. Et il me semble que le président de la Maison de l'Europe souhaite dire un mot pour clôturer les débats. Voilà, ça fait président. Merci, je ne vais pas répéter, mais merci encore pour tous ces beaux échanges. Encore une fois, un sujet très prégnant et dont on a besoin de parler. Il faudra encore remettre ça 1000 fois de toute façon. Et puis, je vous invite maintenant à la dégustation